Au 17e jour de la guerre en cours en Iran, et Téhéran pourrait déjà avoir besoin d'un troisième guide suprême, élevé après la disparition tragique de son père. Les dirigeants iraniens débattent intensément du sort du guide suprême Mojtaba Khamenei, principalement parmi les responsables d'avant-guerre. Il est vivant et en bonne santé, mais il est blessé et probablement défiguré, selon la défense américaine. Et comme l'ont récemment souligné des experts régionaux et des observateurs des conflits, il pourrait déjà être dans le coma, voire même mort. Une semaine après sa prise de pouvoir en Iran, le jeune Khamenei reste invisible et silencieux. Cela soulève la possibilité que le monde, et même les Iraniens, ignorent qui dirige la guerre en Iran. Ailleurs au Moyen-Orient, le conflit évolue vite. L'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz, malgré les efforts de ses alliés pour voyager en paix. Les États-Unis ont frappé l'île de Kharg, qui gère la majorité des exportations de pétrole raffiné d'Iran. Des rumeurs circulent sur un possible retrait américain, malgré l'arrivée de 2500 marines dans la zone de conflit. La guerre fait toujours rage à l'heure où nous parlons, et il n'y a pas de temps à perdre. Alors entrons dans le vif du sujet, d'accord ? Le destin de Mojtaba, lorsque Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans, a été élevé au poste de guide suprême la semaine dernière. Dimanche 8 mars, les observateurs de longue date des affaires iraniennes ont immédiatement compris que c'était le signe que l'Iran se préparait à résister et non à lever le drapeau blanc. Conseiller de longue date et financier ayant assisté son père pendant des décennies, Mojtaba était déjà réputé ne pas figurer sur la liste restreinte de son père pour la succession, et cela même avant le début de la guerre actuelle avec les États-Unis et Israël. Au lieu de cela, Mojtaba était l'incarnation de certaines des factions les plus radicales de combat en Iran, les forces de répression internes connues sous le nom de Basij, que Mojtaba contrôlait essentiellement lui-même, et le corps des gardiens de la révolution islamique, où il était proche du défunt général Qassem Soleimani et de son successeur, Hossein Taeb. Aussi difficile que cela paraisse, Mojtaba était considéré comme bien plus extrême que son père, notamment par son soutien affiché aux armes nucléaires iraniennes, que son père avait toujours publiquement nié vouloir. Mojtaba avait passé des années en Iran à bâtir un réseau fidèle, cherchant à prendre le pouvoir contre la volonté de son père. Son père, l'épouse de Mojtaba, sa mère et un de ses fils auraient tous été tués lors des premières vagues de bombardements américains et israéliens. Selon toute apparence, l'élévation de Mojtaba au poste de guide suprême signifiait que l'Iran était désormais dirigé par une figure très extrême. Agissant sur ordre des gardiens de la Révolution et des paramilitaires assiégés qui avaient désormais de nombreuses raisons personnelles de se venger. Donc si Mojtaba Khamenei est gravement diminué, dans le coma, voire mort, ce serait une information qu'il serait très important pour le monde d'apprendre le plus rapidement possible. Malheureusement, aujourd'hui n'est pas le jour où nous allons bouleverser le monde entier avec des nouvelles exclusives du front de guerre. Cependant, vous pouvez être sûr que lorsque ce jour viendra, nous ferons énormément de bruit à ce sujet. Même lors de la promotion de Mojtaba, les médias internationaux évoquaient déjà des doutes sur sa santé. Il avait été annoncé mort dès la première vague de frappes. La mort de nombreuses personnes proches lors de frappes, où il aurait été présent, suggère qu'il était peu probable qu'il s'en soit sorti indemne. Cette spéculation n'a fait que grandir lorsque le monde a observé les premiers jours de son mandat. L'Iran a inauguré une silhouette en carton représentant son image au lieu de l'investir en personne. Et au moment où j'écris ces lignes, l'Iran n'a publié aucune image de Mojtaba, aucun enregistrement audio ni aucune information sur sa localisation. Le seul message public écrit que Mojtaba aurait soi-disant rédigé a été lu par les médias d'État iraniens et diffusé sans sa participation. Même si l'Iran invoque la sécurité pour ne pas révéler la position de Mojtaba, évitant ainsi des frappes israéliennes ou américaines, cela ne justifie qu'en partie ce choix. En effet, à plusieurs milliers de kilomètres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky diffuse des allocutions nocturnes, entre et sort du pays et fait régulièrement des apparitions publiques. Malgré plusieurs tentatives russes contre sa vie ces 4 dernières années et les blessures légères subies lors du bombardement, les dirigeants iraniens insistent sur le fait que Mojtaba dirige la nation, pouvant prouver qu'il est un vivant et en bonne santé. Même à travers un simple enregistrement audio, il est inhabituel que rien de plus concluant n'ait été publié. Les spéculations sur la survie de Mojtaba ont augmenté la semaine dernière après que le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a affirmé que, d'après les renseignements américains, le nouveau guide soi-disant pas si suprême est blessé et probablement défiguré. L'Iran possède de nombreuses caméras et enregistreurs vocaux. Il a peur, il est blessé, il est en fuite et il manque de légitimité. Fin de citation. Des affirmations provenant des renseignements israéliens ainsi que des responsables iraniens anonymes s'exprimant dans la presse internationale ont confirmé que Mojtaba est dans un état bien plus grave que ce que le régime iranien veut bien admettre. Au New York Times, des personnalités iraniennes ont déclaré que Mojtaba était lucide, réfugié dans un lieu très sécurisé avec peu de communication, mais blessé aux jambes.
Des groupes d'opposition iraniens à l'étranger affirment qu'il est dans le coma et ignorent sa nomination comme guide suprême. S'adressant à la presse ce week-end, le président Donald Trump a déclaré au sujet de Mojtaba « Les licences j'entends dire qu'il n'est pas en vie ». Alors que des rapports dimanche d'un journal koweïtien ont même suggéré qu'il avait été transporté à Moscou pour une opération d'urgence, selon une source haut placée proche du nouveau guide suprême iranien. En fin de compte, nous n'avons tout simplement pas de certitude sur le statut de Mojtaba, du moins pas encore. Cependant, on constate une convergence d'analyse des États-Unis, d'Israël, d'initiés et de l'opposition iranienne, ainsi que d'autres sources. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est probablement vrai ici ? Bien qu'il soit plus probable que Mojtaba Khamenei soit toujours en vie, quel que soit son état, la plupart des récits concernant sa localisation et son état s'accordent à dire qu'il est en mauvaise santé, isolé. Et même s'il était lucide, il n'est probablement pas la personne qui prend les décisions en Iran au quotidien, ce qui soulève une question extrêmement importante. Si Mojtaba ne prend pas les décisions, alors qui le fait ici ? La réponse pourrait se trouver parmi les groupes qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, les gardiens de la révolution, les paramilitaires du Basij et les factions radicales d'Iran, bien que moins radicales. Des personnalités iraniennes telles que le président Massoud Pezeshkian et le chef de la sécurité Ali Larijani sont responsables de nombreuses déclarations publiques et relations internationales de l'Iran. Il n'est pas certain que ces dirigeants contrôlent directement l'armée iranienne. L'Iran a déjà adopté une stratégie de temps de guerre appelée « défense en mosaïque », une approche destinée à rendre le pays plus résistant aux frappes de décapitation et à la destruction du commandement et du contrôle qu'il ne le serait autrement. Dans une défense en mosaïque, l'Iran se fragmente essentiellement en unités militaires décentralisées et contrôlées individuellement, chacune recevant le contrôle de certaines régions, de certains alliés paramilitaires et de certains moyens de combat. Ces unités reçoivent des instructions générales de la part du sommet, mais après cela, elles sont essentiellement livrées à elles-mêmes. D'un côté, cela aide à garantir que l'armée iranienne puisse continuer à fonctionner même lorsque des personnes comme le guide suprême sont tuées. Cependant, il est ensuite très difficile de reprendre le contrôle de ces forces en mosaïque après leur décentralisation. Les dirigeants iraniens ont évoqué que certaines actions, telles que des frappes sur les infrastructures énergétiques du Golfe, pourraient devenir des forces en mosaïque. Ils prennent leurs propres décisions pour gérer la guerre, avec un guide suprême intransigeant légitimant le commandement et le pouvoir des gardiens de la révolution et du Basij. Il y a un réel risque que ces forces deviennent encore moins réceptives aux dirigeants civils plus modérés. Pire encore, dans une situation où le guide suprême est absent et peut-être hors d'état, à qui ces forces décentralisées obéiront-elles comme chef de substitution ? Il est plus probable que ce soit les durs iraniens puissants au sein de l'armée et de l'appareil de renseignement qui puissent en transmettre des ordres à ces forces. Et avec un guide suprême favorable apparemment aux commandes, on ne peut pas s'attendre à ce que les choix et l'approche des durs de l'armée correspondent à la rhétorique plus modérée des figures publiques iraniennes. À présent, nous voulons discuter des développements au-delà de Mojtaba Khamenei, mais avant cela, nous aimerions prendre un moment pour en parler. Frontsco, notre site premium, nos publications écrites, est la plateforme de référence pour l'analyse des conflits mondiaux sur front. Notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour fournir des analyses clés sur les guerres, les points chauds et la géopolitique mondiale. Chaque semaine, nous proposons des épisodes vidéo exclusifs et notre série Briefing Room, une sélection du samedi d'histoires méconnues du monde entier. Si cela vous plaît, abonnez-vous. Cela soutient cette émission et les autres pour seulement 5$ par mois, ou 50 par an. Maintenant, revenons aux derniers développements. Karg, Hormuz et le prix de la guerre. De plus, le conflit s'est rapidement focalisé autour de l'île de Karg, principale installation énergétique d'Iran. Sur l'île de Karg, l'Iran traitait environ 90% de toutes ses exportations de pétrole, ce pétrole représentant une part très élevée du revenu global de l'Iran. Détruisez Karg et les États-Unis et Israël détruiraient l'économie iranienne. Ce n'est pourtant pas ce qui s'est passé vendredi. Les États-Unis ont frappé plus de 90 cibles militaires iraniennes sur l'île, d'après le CENTCOM, tout en épargnant les infrastructures pétrolières. Le CENTCOM indique que les États-Unis ont détruit des sites de missiles, des stocks de mines marines et d'autres cibles. Alors que l'Iran a confirmé que toutes les infrastructures pétrolières avaient été épargnées plus tôt dans la journée, Donald Trump avait menacé de bombarder directement les infrastructures pétrolières de l'île. À moins que l'Iran ne mette fin à ses attaques contre les navires dans le détroit d'Ormuz, mais ces attaques n'ont fait que se poursuivre au moment où nous écrivons ces lignes. Évoquant aussi Donald Trump lors d'une interview samedi sur l'île de Karg, il a dit « On pourrait la frapper encore, juste pour s'amuser ». Citation d'Ed. Dans quel monde vivons-nous, n'est-ce pas ? Les frappes de Washington sur l'île sont facilement vues comme une menace et doivent sans doute être comprises ainsi. De plus en plus de preuves suggèrent que les États-Unis ont d'autres intentions pour l'île, pas seulement détruire ses infrastructures.
Vendredi, les États-Unis ont envoyé environ 2500 marines au Moyen-Orient, ainsi que 2500 marins supplémentaires dans un groupe d'assaut amphibie naval. C'est le premier signe, le déploiement officiel de troupes américaines au sol en Iran. Même si 2500 marines, leurs navires, avions de chasse et la puissance aérienne américaine déjà sur place ne sont pas négligeables. Ils ne constituent pas une force suffisamment importante pour attaquer directement le territoire iranien. Ce ne sont pas non plus les forces idéales pour s'emparer du détroit d'Ormuz et le déminer progressivement. Mais c'est le genre de force qui pourrait s'emparer de l'île de Karg, prendre l'île et préserver ses infrastructures pétrolières au lieu de les détruire. Les États-Unis gagneraient ainsi un atout précieux pour toute future négociation. Les dirigeants américains n'ont pas encore admis que leur but est de prendre une île. Mais la décision de déplacer cette unité de Marines en particulier suggère que, quoi qu'ils prévoient l'en de faire, Washington considère cela comme très important. Il s'agit de la 31e unité expéditionnaire des Marines, habituellement basée à Okinawa. C'est la seule force de réaction rapide américaine apte à répondre à une attaque chinoise contre Taïwan ou nord-coréenne contre la Corée du Sud à tout moment. Déployer des forces loin du Pacifique n'est pas une décision anodine, surtout depuis que les défenses aériennes indo-pacifiques sont affaiblies par le transfert de ressources vers le Moyen-Orient. Alors que la situation sur l'île de Karg évolue, l'Iran maintient sa pression sur le détroit d'Ormuz, voie maritime cruciale pour le secteur énergétique mondial. À ce jour, l'Iran a frappé 16 navires commerciaux dans le détroit depuis le début du conflit, provoquant la plus grande libération de réserves stratégiques de pétrole de l'histoire. L'Iran peut frapper le détroit avec des drones kamikazes longue portée, y compris des modèles aériens pouvant l'atteindre depuis tout le territoire iranien. Des drones marins s'approchent discrètement de leur cible pour frapper à la ligne de flottaison. L'Iran a aussi déployé un nombre inconnu de mines marines. Il n'est pas certain que l'Iran puisse atteindre chaque navire tentant la traversée. Les risques ont déjà largement dépassé ce que les compagnies maritimes et leurs assureurs acceptent. Elles n'essaieront donc pas de traverser prochainement. Tout aussi importante que la capacité de l'Iran à établir et maintenir un blocus a été sa volonté de faire des exceptions. Récemment, Téhéran a laissé passer 2 méthaniers indiens transportant du gaz naturel liquéfié, poussant l'Inde à demander un passage sécurisé pour 22 autres navires. Plusieurs navires près du détroit d'Ormuz se déclarent désormais chinois, et dimanche, des responsables iraniens ont indiqué que ces navires pourraient régulièrement franchir le blocus. L'impact économique de cette décision pourrait être énorme, et l'impact géopolitique encore plus significatif, surtout si l'Iran épargne aux nations amies les pires dommages infligés aux marchés mondiaux de l'énergie. Les États-Unis préparent une réponse, Donald Trump demandant aux pays concernés par le blocus d'envoyer un soutien naval. Plus précisément, Donald Trump a interpellé le Royaume-Uni, la France, le Japon et la Corée du Sud, certains des alliés les plus proches de l'Amérique, ainsi que la Chine. Pour l'instant, ces nations n'ont pas vraiment répondu à la demande de Washington. La France prépare une coalition navale avec son groupe aéronaval pour possiblement escorter des pétroliers dans le détroit. Des sources françaises ont précisé que toute opération navale resterait distincte de Washington aux côtés de navires italiens, espagnols et d'autres Européens. Actuellement, Emmanuel Macron précise que l'escorte des navires ne sera envisageable qu'après la stabilisation du conflit. Les dirigeants japonais ont rappelé que leur constitution interdit la participation de leurs forces d'autodéfense, tandis que les Britanniques ont réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni pour la désescalade. Et la Corée du Sud a refusé de s'engager à fournir un soutien. Une réaction aussi tiède de certains proches partenaires des États-Unis montre clairement que le blocus actuel ne suffit pas à obtenir le soutien aux actions américaines et israéliennes. Récemment refroidis par les politiques trumpistes et diverses crises, du Groenland au Venezuela jusqu'au Canada, ces capitales alliées aux États-Unis hésitent à engager leurs troupes, notamment après des insultes de Donald Trump envers les pays européens qui ne soutenaient pas pleinement Washington, surtout la Grande-Bretagne. La situation de Washington n'est pas facilitée par le fait que, du moins publiquement, il n'est pas clair quel serait le plan pour contrôler et sécuriser le détroit. Alors que les Marines américains contribueraient grandement à sécuriser les îles périphériques de l'Iran, verrouiller le détroit exigerait sans doute une force militaire bien plus importante. Ces troupes devraient en sécuriser d'importantes sections du littoral iranien, puis défendre ce littoral contre les centaines de milliers de soldats et de paramilitaires iraniens, en interceptant les drones aériens et en empêchant le lancement de drones maritimes et de vedettes rapides sur l'eau. Les experts pensent qu'une coalition navale pourrait nécessiter 1 ou 2 navires de guerre pour escorter chaque pétrolier dans le détroit, ou une douzaine pour escorter des convois, selon le Wall Street Journal. Actuellement, rien n'indique que les États-Unis prévoient un tel déploiement, bien que Donald Trump ait promis de rouvrir le détroit. Sans des engagements ou plans plus concrets des États-Unis, les partenaires européens et indo-pacifiques risqueraient en fait de s'engager dans une intervention incomplète ou insuffisante.
Et encore, cela suppose que ces nations partenaires soient disposées à participer quelles que soient les circonstances. Au 17e jour de la guerre d'Iran, la situation reste incertaine des deux côtés. Le sort de Mojtaba Khamenei est encore débattu. Et l'Iran pourrait avoir du mal à contrôler ses unités de combat décentralisées, surtout si Mojtaba n'est plus là. Bien que les forces aériennes américaines et israéliennes dominent tactiquement, leur supériorité ne suffit pas à lever le blocus du détroit d'Ormuz. La prise de l'île de Karg pourrait changer la donne ou non. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons bientôt pour discuter de la suite. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.